J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez un bon moment. Et j'espère que cette fois-ci vous allez passer un bon moment avec nous, un moment de réflexion, d'analyse, de compréhension, de débat, un moment d'ouverture d'esprit, de démocratie. C'est très important pour envisager ou réfléchir sur l'avenir de notre pays. Depuis hier 13 mai, une information nous est parvenue de Russie et elle suscite un buzz mondial. Et cette information est passée inaperçue en Algérie parce qu'elle suscite une gêne, elle suscite un malaise, elle suscite une certaine angoisse parce qu'on voit que le monde change, que même les pays où les institutions militaires sont très fortes, très puissantes politiquement, où elles sont même elles ont une emprise sur la vie politique de leur pays, comme c'est le cas en Algérie, sont en train de se moderniser. Sauf que cette modernisation est toujours refusée par l'Algérie et par son institution militaire. La preuve, en Russie, il y a un nouveau ministre de la Défense nationale qui a été nommé hier, M. Andrei Belosov, qui est un civil, qui n'a jamais fait l'armée, qui n'a jamais été un soldat, qui n'a jamais été un général, qui n'a jamais été sur le front, qui n'a jamais porté les armes, qui n'a rien à voir avec l'armée. Monsieur Andrei Belosov, ministre civil qui dirige le ministère russe de la Défense nationale. Alors, il a 65 ans, c'est un économiste. Économiste, il a été nommé le 12 mai plus exactement, j'en ai parlé hier, c'était le 13 mai, mais il était ministre depuis le 12 mai. Alors, c'est une information qui a étonné énormément de personnes, notamment la Russie a étonné ses propres observateurs, parce qu'en Russie, les ministres de la Défense nationale, les vice-ministres ont toujours été des généraux, des commandants de l'armée, etc. Et ben cette fois-ci, la Russie a confié le poste de ministère de la Défense nationale à un civil. Alors, Andrei Belosov, c'est un économiste spécialisé des questions industrielles. Il s'intéresse beaucoup, c'est un docteur en sciences politiques et mathématicien. Il était conseiller d'un premier ministre russe au début des années 2000. Il a été ensuite ministre du développement économique après il a été conseiller du ministre du développement économique après il est devenu lui-même ministre du développement économique en 2012. 2013, il est devenu conseiller du président Vladimir Poutine, qu'il a intégré au conseil d'administration du géant pétrolier Rosneft en 2015. Vous savez, en Russie, ils ont Rosneft, ils ont Gazprom, ils ont plusieurs compagnies pétrolières importantes dans lesquelles l'État russe a des participations et des actionnaires importants. Et c'est Poutine, Vladimir Poutine, le régime Poutine, qui est très militarisé, c'est une sécuritocratie. La majorité des dirigeants issus de l'entourage de Poutine, Poutine lui-même est issu des services secrets russes. L'armée russe est une composante importante du régime. Les services secrets russes sont une composante fondamentale du régime. Et ben la Russie, qui est en guerre en Ukraine depuis février 2022, qui des fois enchaîne les défaites, des fois enchaîne les victoires, mais qui tient ses positions en Ukraine, là, elle mène une contre-offensive importante pour faire reculer l'armée ukrainienne soutenue par toutes les armées occidentales. Et ben la Russie a décidé de faire confiance à un civil. Faire confiance à un civil pour diriger son ministère de la Défense nationale. Andrei Belosov a été nommé, c'est un civil, un économiste, un mathématicien, un économiste spécialisé des questions industrielles. Pourquoi? Parce que la Russie veut moderniser l'efficacité de son appareil, de son complexe militaro-industriel. Et rappelez-vous, ça tombe bien. Rappelez-vous de ce que j'ai dit récemment lorsque j'ai analysé le discours d'Abdelmajid Tebboune qui a été prononcé le 8 mai au niveau du ministère de la Défense nationale. Quand j'ai parlé de la pensée archaïque du régime algérien à propos de sa vision des questions militaires et des questions de la défense nationale. Je l'ai expliqué, l'émission de Dernaha, le 8 ou le 9, c'était le jour même. C'était le jour même du discours de Tebboune. Tebboune a fait le discours le 8. On l'a fait, je crois, le 9. Oui, le 9. C'était le 9. J'avais expliqué avec, comment dirais-je, une certaine pédagogie. J'ai essayé d'être pédagogue. J'ai essayé d'être le plus, comment dirais-je, le
le plus direct, le plus franc, mais le moins radical. Parce que quand on parle de l'institution militaire algérienne, de l'armée, de l'importance de l'armée, etc., on nous accuse à chaque fois d'être des radicaux, des opposants à l'assaut de l'étranger, qui sont contre la souveraineté nationale, qui veulent brader la souveraineté nationale, qui veulent partiser avec les puissances étrangères. Mais pas du tout. Pas du tout. Ce qui s'est passé en Russie, Ejma, de 12 mai, c'est une confirmation de ma lecture. Les grandes puissances, elles ne sont pas puissantes parce qu'elles ont une armée, parce qu'elles ont des soldats, parce qu'elles ont des unités de combat. Elles sont puissantes parce qu'elles ont une industrie qui est capable de leur fournir, de fabriquer des armes qui pourront être utilisées pour se défendre. L'Algérie est une puissance militaire alors que 85 voire 90%, ce n'est pas plus. Bon, là, je suis encore gentil, pour ne pas dire 90% même, des armes que nous utilisons en Algérie sont importées depuis l'étranger. L'armée algérienne ne fabrique quasiment rien, à l'exception de quelques tenues, de quelques de quelques fusils, de quelques munitions, de quelques voilà des choses assez légères, je veux dire. Ça n'a rien à voir avec des équipements très légers, très légers. Voilà, pardonnez-moi, l'émission c'était le 4 mai, quand j'ai analysé la métaphore du caillou. Car Majid Tebboune, il a utilisé cette métaphore du caillou pour dire un pays fort, c'est une économie forte et une armée forte. Comme ça, je pourrais l'utiliser J'avais analysé, renvoyé cette émission d'une 24 minutes où j'avais expliqué, j'avais fait la comparaison entre l'Algérie avec l'Irak, l'Algérie avec la Libye, l'Algérie avec l'Iran. Et j'ai dit que les pays qui ont une puissance militaire, ce sont des pays qui ont des complexes industriels. Des pays qui ont des complexes militaro-industriels qui peuvent fabriquer des armes, exporter des armes et se doter eux-mêmes d'armes de destruction massive qui sont des armes de dissuasion, comme le fait l'Iran avec l'arme nucléaire. Aujourd'hui, la Russie voilà, elle n'a pas perdu la guerre en Ukraine, mais elle est en grosse difficulté. Elle est consciente des défis de l'avenir. Elle est confrontée à des armées occidentales qui soutiennent l'Ukraine et qui lui fournissent toutes les dernières technologies. Elle voit que la Chine est en train de devenir aussi une puissance militaire importante. Elle voit qu'il y a des puissances émergentes qui se militarisent et qui travaillent sur l'innovation industrielle pour fournir à leurs armées des armes modernes et efficaces, comme l'Iran, comme la Corée du Nord, comme même les pays émergents, l'Afrique du Sud, le Brésil, les États-Unis n'en parlons pas, ils sont dans la pointe. On a vu récemment un nouvel avion supersonique, indétectable, que les Américains ont fabriqué. Les Russes ont compris que s'ils veulent pas perdre leur leadership mondial, s'ils veulent rester parmi les 3 ou 5 plus grandes puissances industrielles du monde, l'Union européenne qui essaie de s'unir pour lancer des projets militaires, pour lancer une armée, pour lancer une industrie militaire européenne commune. Les Allemands, les Français, les Espagnols, les Italiens, les Belges, les Hollandais essaient de s'unir avec les Polonais, les Européens de l'Est pour créer une véritable industrie locale. La Russie a compris que pour ne pas perdre son leadership, ça ne sert à rien d'avoir uniquement des armes nucléaires qui peuvent être dépassées, que les armes de futur, c'est l'intelligence artificielle, c'est des nouvelles munitions, c'est des soldats robotisés, c'est la guerre, c'est les machines, les engins militaires téléguidés à distance, avec la 5G, c'est les missiles supersoniques, c'est les avions indétectables, c'est les drones. Donc elle se doit de moderniser son appareil militaire, qui a été éprouvé. Chefna comment des drones turcs ont aidé beaucoup l'Ukraine. Chefna comment contre les offenses contre l'armée russe. Chefna comment les Russes étaient obligés d'acheter des drones iraniens, parce que les drones iraniens étaient plus légers et plus efficaces sur le front que les équipements militaires russes. Et c'est pour cette raison que la Russie a décidé de confier le ministre de la Défense nationale à un civil, Andrei Bulosov, économiste spécialiste des questions industrielles, conseiller de Vladimir Poutine en ce qui concerne les questions de l'industrialisation du pays. Ils ont confié à un civil, la Grande Russie, parmi les 3 grandes puissances militaires du monde, ou à le ministère de la Défense nationale à un civil spécialiste de l'industrie et de la réussite industrielle et des questions industrielles. En Algérie, depuis l'indépendance du pays, nous n'avons jamais eu un ministre de la Défense nationale. Toujours c'est les présidents. Ça a toujours été, depuis l'indépendance du pays, toujours, toujours le président et le ministre de la Défense nationale. On ne comprend pas d'ailleurs pourquoi. Au nom de quoi le président de la République doit rester
ministre de la Défense nationale. Peut-être qu'il doit garder le titre de commandant des forces armées, parce qu'il y a un rapport extrêmement compliqué et sensible entre la présidence et les forces armées. Et le président doit être toujours le commandant des forces armées pour s'assurer de la discipline, de la fidélité, de la loyauté de l'armée. Non, regardez, on est encore en train de parler du rapport de confiance entre les institutions de l'État en Algérie, alors que d'autres pays sont en train ils ont dépassé les questions d'unité, ils essaient de trouver comment lancer des politiques efficaces pour conserver leur leadership mondial et comment ne pas rater le train de la modernisation et de la modernité, le train de la transformation technologique. Un ministre de la Défense nationale, je ne comprends pas. À l'époque de Bouteflika, il y avait un ministre de la Défense nationale qui est Ahmed Gaïd Salah, qui est 2013 à 2019. En bas, il y avait Gnezi de 2004, je crois, 2003-2004 à 2000, jusqu'à 2013, qui était ministre délégué au niveau de la défense, ministre délégué chargé de la défense nationale. Ensuite, Fort Zerouel, il y avait Mohamed Al-Ammari, qui était chef d'état-major, qui dirigeait le ministère, qui avait le statut de délégué, ministre délégué, Mohamed Al-Ammari, mais sinon, c'était que des présidents. C'était que des présidents. Yani Makesh, Ouahad, on n'a jamais eu un ministre de la Défense nationale. Vous imaginez, c'est la Russie qui est en guerre, a compris la nécessité de confier ce ministère à un civil. Parce qu'encore une fois, l'armée, aujourd'hui, dans les temps modernes, et je l'ai dit dans l'émission du 4 mai, ce n'est pas uniquement des démonstrations de soldats, ou les démonstrations de muscles. Non, c'est de la technologie. C'est la connaissance, c'est la numérisation, c'est de la croissance, c'est la capacité de produire des armes, de se doter des armes, c'est de l'industrialisation, c'est de l'industrie, c'est de la productivité. Et ça, c'est des questions économiques qu'un militaire ne peut pas diriger, qu'un militaire ne peut pas comprendre. Un militaire, il est là pour se battre, pour combattre, pour diriger les combats. Mais il ne peut pas diriger les questions économiques qui sont liées à la défense nationale. Il ne peut pas produire, il ne peut pas avoir un processus technologique de production, il ne peut pas faire de la recherche scientifique. On peut bien sûr, au sein de l'armée, il faut qu'il y ait des actes. L'armée peut disposer d'entités économiques, de chercheurs, de gestionnaires, de managers. Mais l'armée doit travailler avec des civils. L'armée doit rester une armée de combat. Mais celui qui doit fabriquer c'est le secteur économique qui doit s'intéresser à l'industrie militaire. C'est le secteur économique qui doit s'intéresser aux questions industrielles. Ce sont des civils qui doivent gérer les questions de management, de gestion de ressources humaines, de recherche scientifique, d'innovation. Ça, c'est des questions qui relèvent des civils, des compétences de dirigeants civils. Des économistes, des experts, des managers, des industriels, des entrepreneurs. Ça les concerne. Donc, le ministère de la Défense nationale, dans la gestion actuelle, dans sa gestion actuelle en Algérie, c'est un département archaïque. Nous n'avons aucune force militaire. Nous n'avons aucune force militaire. Nous n'avons pas de force de dissuasion. Nous avons une armée grosse en volume, 500 000 soldats et quelques. Nous avons quelques bateaux, quelques flottes, quelques avions, mais qui peuvent être détruits et neutralisés facilement par de grandes puissances qui maîtrisent des nouvelles technologies de destruction massive. Et ces nouvelles technologies, nous n'arrivons pas à les acquérir. C'est faux. Arrêtez, les Algériens et les Algériens croient que la Russie nous vend toutes les meilleures technologies du monde. C'est pas vrai. Les grandes puissances militaires ne vendent pas leurs meilleures technologies. Elles gardent le monopole de ces meilleures technologies pour avoir un rapport de force qui est toujours en leur faveur. Ce que nous vendent les puissances militaires, ce sont des équipements militaires d'une efficacité extrêmement relative et qui peuvent à peine nous garantir de quoi contre-attaquer ou la riposter à une attaque. Ni plus ni moins. Le reste, est-ce que les Turcs donneraient leur technologie pour fabriquer des drones? Non. Les Israéliens sont en train d'essayer de faire au Maroc des usines de montage. Mais ça ne veut pas dire que les Israéliens vont donner aux Marocains leur propre technologie pour fabriquer les drones. Qu'est-ce qu'ils mettent avec la technologie? La technologie se conquiert. L'Iran, regardez l'Iran. Ils ont fait de la recherche, ils ont formé des scientifiques, ils ont appris, ils se sont confrontés à ils se sont confrontés au modèle russe, au modèle coréen, au modèle indien, au modèle pakistanais, au modèle occidental. Ils ont créé leur propre modèle pour développer leur propre industrie locale. Des drones, une bombe atomique, du matériel militaire, etc. Et c'est comme ça que l'Iran, elle se défend, et elle a vraiment
des armes de dissuasion. C'est pour cette raison qu'Israël et les États-Unis d'Amérique hésitent à chaque fois à déclencher une guerre contre l'Iran. Alors qu'ils ont massacré et laminé l'Irak de Saddam Hussein en quelques jours à travers 2 guerres du Golfe. Voilà. Aucun autre pays arabe ne dispose de la force de dissuasion que l'Iran a là, dont elle dispose d'Iran. Parce que l'Iran a un complexe industriel militaire qui lui fournit ses propres matériels, ses propres équipements militaires. Elle est en train d'avoir une sorte d'autosuffisance. Tu importes tout. Les démonstrations dans la rue, des démonstrations de KOSR ou de combat de rue, et on pense qu'avec c'est comme ça qu'on protège le pays. C'est complètement fou. Le pays ne sera jamais protégé si on n'a pas une économie de guerre, si on n'a pas un complexe industriel. Et la Russie l'a compris. Et c'est pour ça qu'on a ramené que les Russes, que l'establishment russe a confié son ministère de la Défense nationale à un économiste civil, à un spécialiste des questions industrielles. La Russie a compris la nécessité de associer les civils au processus d'innovation et d'industrie et de bonne gestion des questions de défense nationale. Et que les militaires ne peuvent pas décider de tout. La preuve que la Russie n'a pas pu gagner la guerre en Ukraine alors qu'elle a une très grande armée et qu'elle a de généraux très bien formés. Mais les guerres aujourd'hui ne se mènent pas, ne se gagnent pas qu'avec des généraux ou là qu'avec des officiers militaires. Les guerres d'aujourd'hui se gagnent d'abord avec des économistes, avec des industriels, avec des entrepreneurs, avec des scientifiques, avec des chercheurs. Parce qu'il y a toujours l'aspect innovation technologique, management et production industrielle qui compte. Qui compte. Ce n'est pas les généraux qui pourront aller gérer les usines pour fabriquer des armes. Ce ne sont pas les généraux qui pourront aller dans les laboratoires de recherche et inventer de nouvelles technologies. Ce ne sont pas les généraux qui pourront s'assurer de la modernisation technologique régulièrement de leurs troupes. Ça, c'est faux. Et la Russie a compris cette vérité. Jusqu'à quand l'Algérie va se taire, va occulter cette vérité. Là, je vois nos généraux tous très âgés. Ils ne savent même pas utiliser correctement un smartphone. Comment ils pourront demain défendre l'Algérie face à une guerre qui sera multidimensionnelle? Une guerre où il y aura des drones, il y aura des attaques informatiques, où il y aura des attaques... S'il n'y a plus de guerre conventionnelle, on le voit bien avec l'Ukraine. Les guerres ne sont plus conventionnelles. Or, nous continuons à diriger notre ministère de la Défense nationale en Algérie, notre armée, par une mentalité conventionnelle, totalement archaïque. L'Algérie doit reproduire l'exemple russe, doit s'inspirer de l'exemple russe. On doit absolument reconfigurer la gestion du ministère de la Défense nationale. Et il faut qu'on ait un ministre de la Défense nationale qui soit civil, qui maîtrise les questions économiques et les questions industrielles. Parce que si on ne maîtrise pas ces questions, ça ne sert à rien d'avoir une institution militaire forte. On n'a pas une institution militaire forte. Et notre indépendance stratégique n'est toujours pas garantie.